parti. C'est C'est parti. parti, bonjour Farzad. Bonjour Annie, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Super, la joie, le bonheur et Ah, c'est le top. plaisir de te rencontrer là en live. Eh ben, moi aussi, plaisir partagé. Donc Farzad, tu es un partenaire de la Cité des métiers. Tu interviens essentiellement sur des ateliers sur l'art oratoire. Et depuis peu, la Cité des métiers a lancé son projet d'écriture de livres blancs en partenaire avec ceux qui font vivre la Cité des métiers, comme toi. Et tu as répondu à tout cela favorablement. Donc, on est à fond. J'adore. Et en toute transparence aussi avec les personnes qui pourraient nous suivre dans cette aventure, voilà, ben, on a décidé d'un commun accord de cette petite interview filmée de façon à ce que les gens comprennent aussi notre démarche à toi et à la Cité des métiers, voilà, de collaborer ensemble pour offrir les meilleures informations, les meilleurs conseils possibles, voilà, avec toi en expert sur l'art oratoire. Donc, on est ravis et je te remercie grandement de participer à ce projet. Et pour ceux qui nous regardent, eh ben, le livre blanc ne tardera pas à venir, mais en tout cas, vous allez voir sous vos yeux se dérouler justement toute la réflexion qui est menée pour arriver en fait à ce fameux livre blanc. Hmm. Farzad, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça? Ah ben, c'est tellement bien exprimé, expliqué. Quand la Cité des métiers euh, m'a demandé d'intervenir, j'ai fait ça avec joie, j'ai accepté avec joie, puisque j'adore contribuer déjà sur le territoire où je vis, de me sentir utile aux entreprises, aux salariés, aux personnes qui y vivent. Et le thème des métiers m'intéresse énormément, puisque je suis, quelqu'un qui adore apprendre. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'apprendre, à faire de la coiffure. Il y a quelques mois de ça, je me suis inscrit, à du sitar. Donc tout ça, ce sont des métiers avec lesquels on utilise nos mains et notre esprit, notre cerveau, notre imagination et tout un chacun, on mérite d'avoir le temps, de prendre ce temps pour, découvrir un métier en profondeur. Et bien sûr, il y a des sacrifices. Par exemple, ben, aller moins sur internet, aller moins à la télé, aller moins regarder des séries ou des films au cinéma. Mais au final, on ressort avec quelque chose d'utile, un métier et c'est pour ça que vraiment j'ai été attiré par la démarche de donner quelques clés d'art oratoire, de prise de parole comme on aime l'appeler aujourd'hui, de rhétorique au niveau technique. Mais dans tous les cas, de cette capacité qu'on a à converser, à échanger, parce que sans échanger, on ne peut transmettre un métier. Top, merci. Farzad, les gens qui nous regardent sont sûrement en train de se dire, mais qui est Farzad en fait? Mais qui es-tu? Et ben, ça, c'est une sacrée question, hein. Ouais, Hem, quasi philosophique. ouais, complètement philosophique, métaphysique, on peut rentrer dans les détails de ça. Mais, pour être, dans l'idée de la plupart des gens, je suis iranien, je suis né en Iran. J'ai fait mes études, en France. Je suis arrivé en France pour une raison, personnelle, et j'ai été entrepreneur. Donc j'ai fait communication, management, entrepreneuriat, master 2 et puis ensuite j'ai créé des entreprises jusqu'en 2012 et à partir de là, ben, j'ai vendu ce que j'avais et j'ai commencé à transmettre. J'avais ce désir-là de transmettre. Donc je suis devenu formateur dans différents domaines et secteurs, secteur de l'agroalimentaire, secteur du consulting dans des entreprises du service et en 2015, j'ai décidé de regrouper tout mon savoir-faire en un seul et unique métier, dans lequel il y aurait aussi mon talent. Donc j'ai regroupé la conduite du changement, la qualité de vie au travail, j'ai regroupé, les techniques de management, les discours de meneur, de leader, la capacité à prendre des décisions. Toutes ces formations-là, je les ai, réunies en une seule discipline qui est, aujourd'hui l'art oratoire, la capacité, à s'exprimer. Ensuite, qui je suis? Ben,
tu connais mes études, tu connais bon, mon parcours métier à peu près. Ma famille, ben, j'ai une femme et un enfant. On a un enfant ensemble. Ils sont là, là, tu vois, là. J'adore la musique, côté passion. Donc ça, c'est une percussion qui vient d'Iran, tu vois. On appelle ça un daf. Mais ici, à La Réunion, j'apprends aussi le roulaire, la percussion réunionnaise, la musique réunionnaise et le sitar. Ici, c'est un ney, tu vois là, ici, là. C'est un ney, c'est un instrument iranien aussi, c'est une flûte sans bec. Une de mes autres passions, c'est la spiritualité ou les spiritualités, les voies spirituelles. Donc, tu vois différents maîtres ici. Il y a Gandhi, Krishnamurti, Thich Nhat Hanh et d'autres ici, maîtres soufis, qui me passionnent. Donc, quand on pose la question de qui es-tu, euh, la plupart de ces gens-là disent que nous ne sommes rien et que depuis ce rien, nous manifestons quelque chose. Alors, ça peut être un art, un talent de l'humanité. Et celui-ci, là, en particulier, il a proposé des exercices assez intéressants. Il s'appelle Ramana Maharishi, les exercices du je suis, les méditations du je suis. Je vous invite à aller voir. Ah, je t'entends pas. Hop, Voilà. les joies du direct. Donc toi, tu interviens essentiellement sur l'art oratoire. Alors, tu nous as donné plusieurs billes. Prise de parole, rhétorique, art oratoire. Si on essaie voilà, de faire un peu d'ordre dans tout ça pour arriver à une définition claire, en fait, pour tout le monde, Mhm. tu dirais quoi? C'est quoi? Alors, la communication, c'est habituellement ce qu'on utilise dans les médias, au niveau professionnel, dans les recrutements. C'est de la communication. Pour présenter un projet, pour pitcher, on appelle ça communiquer. Alors, dans la communication, il y a tout ce qui est verbal, non verbal, et puis on y a mis aussi des éléments de conviction, de persuasion. Or, à la base de toutes ces techniques de communication, qui font feu de tout bois dans nos sociétés, il y a des techniques rhétoriques. Et la rhétorique, c'est la technique de la parole. Donc cette technique, si on veut revenir aux origines de ces techniques, il faut aller en Grèce antique. Et à l'époque, Aristote et ses maîtres ont développé des méthodes pour pouvoir prendre la parole. Cette parole avait une utilité dès le départ, qui était de découvrir la vérité. C'est-à-dire, on se parle pour découvrir ce qu'il y a d'essentiel en nous afin d'avoir une vie harmonieuse et heureuse. Ensuite, la technique est devenue euh, un, un outil pour pouvoir appâter les foules. Et c'est là où la rhétorique, on va dire, a commencé à y avoir un engouement pour ça. Donc là, le traité de rhétorique d'Aristote l'explique. Les techniques d'argumentation, les techniques de persuasion viennent tous de là, viennent tous de ces techniques-là. La rhétorique a 3 volets qui sont l'éthos, le pathos et le logos, c'est-à-dire l'image que renvoie l'orateur, les émotions et enfin la raison, la logique. La logique étant l'étape ultime d'une réflexion ou d'une prise de parole, étape à laquelle nous ne sommes pas habitués au XXIe siècle et qui s'est un peu érodée, qui s'est effritée, puisqu'on est sur des discours qui sont beaucoup sur l'émotionnel et énormément sur l'image. Ensuite, il y a toute une discipline dont tu as dû entendre parler, qui est l'éloquence. Alors, il y a pas mal de concours d'éloquence, concours Oui, Eloquentia, voilà. Il y a ouais, plein de ouais, choses, ouais, ouais, il y en a pas mal, ouais. Oui, oui. il y a plein de choses comme ça. Alors, l'éloquence, c'est la beauté de ce qu'on dit. D'accord? Il y a un effet waouh sur l'effet que va donner l'orateur à son public. C'est super, c'est génial aussi. C'est des techniques particulières que j'aime, sur lesquelles j'aime m'entraîner. Il y a beaucoup de styles aussi.
Mais s'il n'y a pas de fond, personnellement, je n'en vois pas l'utilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un fond, un enjeu, une action, quelque chose vers lequel la parole va aller. Et le problème de beaucoup de concours d'éloquence aujourd'hui, c'est que c'est des choses factices, c'est des choses qui sont surréalistes. C'est Dark Vador contre Maître Yoda, c'est des Mm. trucs inimaginables en fait. Donc, et puis parfois, c'est des sujets polémiques et on ne sait pas s'écouter les uns les autres. Donc, on est dans tout ça. On a l'éloquence, on a la rhétorique, qui aujourd'hui est beaucoup utilisée en politique pour faire de la langue de bois. Et alors là, on confond la rhétorique avec une autre discipline qui est l'heuristique. Donc, l'heuristique, c'est typiquement l'art d'avoir raison. En gros, on s'en fout de la vérité. On n'en a rien à faire de l'opinion ou de la vie ou de l'échange avec autrui. On ne veut pas creuser un sujet en profondeur, ça on s'en fout. On veut avoir raison. Euh, L'échange est une joute oratoire, c'est une bataille, c'est un combat qu'il faut gagner. Et pour ça, il y a des stratagèmes, il y a des techniques qu'on appelle heuristiques. Et bien malheureusement, on en voit à la télé, on en voit sur les chaînes YouTube aussi, qui commentent par exemple le verbal, le paraverbal, le non-verbal des orateurs. Euh, Ils disent que c'est de la rhétorique, mais en fait, c'est de l'heuristique. Les effets de langue de bois, les effets de manche qui permettent de faire passer un message sans que l'interlocuteur s'en rende compte, de ramener l'image à soi, de montrer l'incompétence de l'autre. C'est ce que je trouve être la partie la plus basse de la parole, c'est-à-dire les plus bas instincts. Je ne forme quasiment personne à ça, sauf pour certains élus qui m'appellent, ils me demandent oui, on aimerait avoir ces techniques-là. Je leur donne, selon le traité de philosophie du philosophe Schopenhauer, l'art d'avoir raison, tout est dedans. Il a mis 33 ou 36 stratagèmes comme ça dedans. Mais ce que je leur fais lire, c'est l'introduction de cet essai, parce qu'en fait, il l'a fait pour ridiculiser ces techniques-là, en disant que c'est anti-philosophique, ça va à l'encontre de l'intelligence humaine, et ça nous invite toujours à être de plus en plus bas, de plus en plus méchants, de plus en plus odieux, et de parler à outrance à notre public, alors qu'en fait, il n'a rien fait pour mériter ça. Et quand on voit les débats télévisés, quand on regarde certaines émissions de télé-réalité, on voit souvent ce genre de techniques-là qui ressortent. Et moi, ce dont à quoi j'invite les personnes qui viennent me voir, c'est de dénoncer en fait chaque fois qu'il y a ce genre de technique, de le dire. C'est-à-dire dire, ben, vous êtes en train de dire ça, c'est de l'heuristique, c'est un sophisme, ça ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire de stopper la conversation, de stopper les argumentations de la personne en face de nous et de dire prenons un autre chemin, un chemin qui va nous amener sur du vrai, sur du juste, sur du beau. Et si la personne en face n'est pas d'accord avec cet accord, eh ben, passer son chemin. C'est la plus rapide des solutions pour ne pas rentrer dans le conflit. Donc tout ça, en fait, tout ça, c'est de l'art oratoire. Alors pourquoi on appelle ça en quoi c'est de l'art en fait? On appelle ça art. Non, mais c'est vrai, on appelle ça art oratoire. En quoi en fait ça peut être assimilé? C'est notre façon de communiquer, de jouer peut-être avec les mots, de Hmm. trouver son style, de convaincre, etc. En quoi en fait ça devient un art? Et pourquoi du coup cet art, en quoi cet art est utile Hmm. aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on aurait pu parler de prise de parole. Ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible. Ah, mais j'aurais pas pu poser ma question sur l'art. Non, mais c'est Attends. super. Parce qu'un jour, je faisais une conférence auprès de personnes âgées et je leur disais, je suis consultant en art oratoire. Et il y en a une qui a dit, quoi, laboratoire? Je lui dis, non, madame, l'art oratoire. Je lui dis, bon, allez, laisse tomber la prise de parole. Pourquoi je n'emploie pas le mot prise de parole? Parce que, selon moi, la parole n'est pas quelque chose à prendre. La parole est quelque chose qui vient à soi et ensuite qui se donne. On donne une parole face à un public.
Et là, c'est un art. Ça devient un art parce que dans l'art, il y a une partie technique. Par exemple, tu peux prendre un peintre, il a une technique pour peindre, mais il a aussi une partie qui est de l'ordre de l'intuition, Mhm. tu vois. Et son style aussi, peut-être. Il y a son style qui vient après, il y a plein de choses, il y a son vécu. Si tu prends un Goya, par exemple, qui a vécu jusqu'à 80 ans et, et plus même, il disait à la fin de sa vie, je continue d'apprendre. Et c'est quelqu'un qui a eu des heures sombres dans sa vie et ses tableaux sont devenus tout à coup très sombres, mais avec beaucoup de sens, avec beaucoup de tristesse, de mélancolie à l'intérieur. Il passait tout autant de messages, sinon plus, avec un style différent, d'autres couleurs. Donc, l'art est quelque chose qui est de l'ordre du vécu de l'humain et en même temps de l'ordre d'un talent qui est quasi divin et d'une inspiration qui le guide. C'est pour ça que l'orateur peut, qu'il ait la technique ou pas au départ, hein, se laisser porter par cet art. Et s'il a la technique, bien sûr, ce sera plus beau. Bien sûr, il y aura mieux, mais de meilleurs silences. Bien entendu, il bégayera moins. C'est évident qu'il arrivera à trouver les bons arguments pour mieux plaire au public, avoir une belle image. Il est évident aussi qu'il y connaîtra en persuasion hein, pour faire agir les gens, les fédérer. Mais au fond, ce qui va le guider, ça va être quelque chose de beaucoup plus profond, qui est de l'ordre de l'art. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se perdre dans tous les métiers, dans tous les corps de métier. Euh, je vous montrerai dans une prochaine émission, si on a l'occasion d'en faire une, j'ai fait refaire mes chaussures chez un cordonnier. Juste après le confinement, au lieu de m'acheter 2 paires de chaussures, j'ai donné à refaire 2 vieilles paires de chaussures pour lesquelles, de prime abord, on n'aurait rien pu faire. Il y en a un qui avait un trou en dessous et un autre dont la semelle s'est détachée complètement. Alors, je suis venu voir le cordonnier, je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ton métier». Il m'a dit: «Ouh là là, ça a l'air difficile là comme challenge». Mais il a posé un regard passionné sur la chose, tu vois? Des chaussures toutes pourries qui ont plus de 3-4 ans. Il m'a dit: «Déjà celle-ci, c'est un très bon cuir, heu, tu le reconnaîtras pas quand j'en aurai fini avec. D'abord, je vais prendre une languette, je vais le mettre dessous, ici je vais coller, je vais garder le bout ici et puis je vais faire ça». Et là, on sentait le métier, tu vois? Heu et tu te rends compte qu'à un moment donné, il arrivait au bout de sa technique. C'est-à-dire que lui-même, il avait appris des choses, à faire ceci, à faire cela, mais il y avait un défi qui était au-delà de la technique. Et là, il fallait une dose de créativité, d'imagination et donc d'art. Heu et tout tout se tout se basait sur le fait de dire: «Je vais voir ce que je vais pouvoir faire». C'est-à-dire, il y a une certaine incertitude dans ce qui va se passer. On ne sait pas tout. Donc, on s'entraîne à l'art oratoire, on s'entraîne à la prise de parole, on a les techniques, on arrive face au public, mais il faut laisser cet espace-là pour cette intuition, et là, il y a une magie qui s'opère, qui fait qu'il y a une coordination, il y a un vécu dans le présent, il y a quelque chose qui se dégage du moment, de l'instant qu'on vient saisir et c'est pour ça que je l'appelle l'art. Ah, c'est vrai qu'avec toutes tes explications, maintenant, on n'a plus envie de dire prise de parole, hein. Oui, On parce que va opter pour l'art oratoire, hein, c'est très bien. dans une société on peut, mais si véritablement on voit ce qu'il y a derrière, regarde par exemple. On dit prendre une parole. Ça veut dire que je dois la prendre à quelqu'un d'autre, comme si je devais prendre une place dans la société. Et toute notre société est fabriquée comme ça quelque part. Qu'il faut prendre la place du salarié au-dessus de nous, qu'il faut prendre la place du chef, qu'il faut prendre la première place, qu'il faut prendre une richesse, qu'il faut prendre un- une compétence. Pour le recrutement, souvent on fait ça comme erreur. Euh, et ben, quand on veut prendre, il y a toujours un biais. Il y a toujours un prix à payer. Mais quand on donne et quand on est un artiste, bien entendu, aujourd'hui, on dit que les artistes sont mal payés, et cetera, mais c'est faux. Parce qu'en fait, quand on donne, on puise en nous une richesse insoupçonnée, qui dépasse en fait tout le champ du cadre qu'on s'était donné au départ. Je prends un exemple. En tant que conférencier, je regarde ce que font des collègues
qui sont à de plus haut niveau et qui ont des certifications. Et je me rends compte que leurs discours sont souvent les mêmes. D'ailleurs, parfois, ils prennent même des discours déjà tout préparés des États-Unis, souvent. Ils viennent le redire en français, avec un public à la française. Et alors, ça marche pour ceux qui se font avoir, mais d'autres, voilà, ce n'est pas dans leur culture, ils se rendent compte. Donc, il y a peu de créativité. Pourquoi? Parce que tout a été centré sur la technique, tout a été centré sur l'effet qu'on veut avoir sur l'autre. Que l'autre vienne et qu'on lui plaise, tu vois? Et si tu remarques, dans la prise de parole, il y a quelque chose d'orgueilleux. On veut que le public vienne et qu'il nous aime. Et heu, à l'inverse, moi je dis, on peut faire en sorte, d'aller vers le public et de l'aimer. Et là, c'est d'autres types de prise de parole, c'est-à-dire que ce n'est plus du prise de parole en masse, comme j'appelle ça, c'est-à-dire devant 100 personnes ou 1000 personnes, comme beaucoup de gens aimeraient, mais ça va être des prises de parole du quotidien, dans la sphère privée, dans l'entreprise avec les collègues, avec la hiérarchie, à la boulangerie, en rencontrant quelqu'un. Et c'est là-dedans que s'opère une comment dire? Une coordination entre les gens, une magie, qui fait qu'on en sort plus riche. Et si vous cherchez par exemple un emploi et que vous avez ce genre de conversation à une boulangerie ou sur un salon de coiffure, il est fort probable que vous trouviez le bon employeur. Mais en utilisant beaucoup de techniques pour venir à un entretien d'embauche, vous ne les trouviez pas, parce que vous allez jouer un rôle. Il est fort probable que, si vous avez cet art-là de parler, quand vous voulez présenter votre projet, mais que ça va être dans le quotidien, vous allez en parler à votre dentiste, vous allez en parler dans une conversation au naturel avec votre boucher, avec, la caissière du supermarché, tout à coup, vous allez voir des opportunités qui s'ouvrent à vous parce qu'il y a quelque chose d'humain qui se passe. Et cette solidarité-là, elle est intrinsèque à l'être humain, elle ne peut pas être organisée parce que quand on l'organise, on le perd. Et c'est ce que j'ai remarqué dans les organismes, par exemple, caritatifs dans lesquels je suis intervenu, ceux qui étaient religieux comme Saint-Vincent-de-Paul ou d'autres, ou ceux qui ne l'étaient pas comme la Croix-Rouge ou l'association de Coluche, les comment on appelle ça, les restos du cœur. Il y avait toujours un enjeu de solidarité dès qu'il était organisé, ça posait un problème. Donc, la parole, il faut une certaine solidarité, un élan de donner à l'autre qui va véritablement en sortir quelque chose de pur, quelque chose de beau. Voilà. Donc, si je comprends bien, pour être plus terre à terre, du coup, Mmh. bon, ben, je suis demandeur d'emploi et je peux très bien, en fait, voilà, me faire coacher dans un de tes ateliers pour développer non pas que des techniques et pour aller à un entretien d'embauche, mais je vais mieux me connaître, pouvoir utiliser cet art dans des situations différentes Oui. qui pourront du coup m'ouvrir des nouvelles portes. Et en fait, l'idée de l'art oratoire, c'est d'inciter à la rencontre quelque part et puis Mmh. d'être dans la discussion, c'est ça? Oui. Oui. On se l'imagine peu, mais il n'y a pas besoin d'un public de plusieurs centaines de personnes pour parler. Il y a besoin d'un individu. Et ce premier individu, d'abord, c'est toi-même, c'est soi-même. Heu, Comment on se parle? Comment est-ce que je me parle à moi-même? Est-ce que je me dis tous les matins: «Je suis nul, j'y peux pas, j'arrive pas, je suis incapable, j'ai pas les compétences»? Ou alors est-ce que j'ai un autre discours? Je change de discours et je dis: «Oui, je peux le faire, oui. Le défi a l'air grand, mais plus le défi est grand, plus l'enjeu est extraordinaire et l'aventure, noble et intéressante à parcourir». Heu, Tu vois, en changeant de discours, on peut tout à fait, changer la personne. Donc heu, c'est une une aventure transformatrice. Les C'est pas des formations que je propose, c'est véritablement, heu, un échange qui va faire que la personne va véritablement sortir de ses carcans. Je prends l'exemple d'un jeune homme que j'ai accompagné dernièrement, qui avait du mal à rencontrer, des femmes après son divorce très difficile.
et qui en même temps avait un autre objectif professionnel, c'était d'aller depuis l'informatique et d'aller dans le soin, notamment dans le massage. Donc c'était un grand défi, tu vois. Et il s'est rendu compte que les discours qu'il avait dans l'esprit étaient dus à un entourage, étaient dus à un passé qui structurait sa mémoire, étaient dus à une quantité d'informations avec lesquelles il s'embêtait. Donc, je lui dis, quelles sont les activités qui t'inspirent, que tu fais toutes les semaines ou au quotidien? Il me dit, j'adore jardiner et tous les week-ends, je vais jardiner avec une association qui fait de la permaculture. Je lui dis, c'est quand, à quelle heure je viens avec toi? Et je suis venu avec lui. Et je lui ai montré une technique ce jour-là où je suis venu pour la deuxième fois. Je suis venu et il y avait sur le terrain une souche de palmiers. Alors, ici à l'île de la Réunion, il y a des palmiers, je ne sais pas si tu vois les gros palmiers là, qui ont plein de Oui. branches. En fait, ce truc-là a des racines qui s'étendent vraiment partout. Il l'avait coupé, l'arbre, mais la souche était restée. Et personne n'osait s'attaquer à cette souche parce que c'était un trop gros boulot. Même les plus gros bras, même mon client qui était vraiment un gros bras, il m'a vu me prendre le pic et en train de commencer à attaquer la souche, quoi. Et il commence à venir me dire, mais Farzad, t'imagines même pas ce que c'est. Bon, tu viens d'arriver à La Réunion, tu dois pas savoir, mais ce truc-là, c'est vachement dur à arracher. Il y en a un autre qui vient et dit, moi, à ta place, je le brûlerais. je, je mettrais des braises, je mettrais le feu, comme ça tu auras moins à faire. Il y a eu d'autres gens qui sont venus me donner des conseils, tu vois. Et moi, je continuais pendant ce temps. Tu vois, je continuais à taper de la pioche 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et petit à petit, à mesure que je creusais, à mesure qu'on venait me questionner, mais qu'est-ce que tu comptes faire, Farzad? Mais comment est-ce que tu vas t'en sortir? Quelle va être l'issue de cette histoire? Tu vois? Je leur disais, moi-même, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ce truc-là, d'ici là que je parte, il va être dessouché. Et j'en suis persuadé. Donc moi, dans mon esprit, j'avais un discours de persuasion où, bien en tête, j'étais en train de dessoucher ce truc. Et petit à petit, alors, au moment où il y avait des gens qui ont critiqué, qui ont jugé, qui ont donné des conseils, il y en a d'autres qui sont venus et qui disent, je peux essayer. Alors, ils sont venus essayer. Ils me donnaient un coup de pioche, tu vois. Chacun avec sa méthode. Comme ça, c'est mieux. Je lui dis, pourquoi pas, vas-y, continue. Et c'était des femmes, souvent. Alors, je dis, vas-y, exprime-toi, affirme-toi, crie en le faisant. Elles ont commencé à se défouler. Et puis, à un moment donné, on a senti le truc qui bouge parce qu'il était tellement stable qu'il ne bougeait pas du tout. Et là, tous les sceptiques sont venus. On dit, on dirait qu'il est en train de s'arracher, on dirait que c'est les derniers moments de cette souche. Alors, grand moment de suspense, tu vois. Tout le monde a commencé à s'y mettre, les gens ont commencé à creuser. Il y a un des gros bras qui ne voulait pas s'y mettre, il est venu, il a pris le truc, il l'a arraché et puis ça s'est dessouché. Après, ils ont pris la photo. Parce que ce qui compte, c'était d'être dans la photo, d'avoir fait tout le travail depuis le début. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, après cette expérience, devant l'assemblée de gens qui étaient là, je leur ai dit, voyez-vous, ce jeune homme avec qui je suis venu, qui m'a invité dans cette expérience et je l'en remercie, m'avait appelé pour pouvoir lui enseigner l'art oratoire. Mais on ne sait pas dans la vie qui guide qui. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que je pouvais dessoucher un arbre. Et il est fort probable que lui puisse faire les plus grands discours qui n'aient jamais eu lieu dans toute sa vie. Quelle belle expérience, merci de me partager ça avec nous, c'est top. J'étais en train de me poser une question, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à certains de tes collègues hein, qui reprennent des discours américains, qui les transposent en français, etc. Et j'étais en train de me demander en fait si, en fonction des pays, est-ce que cet art en fait oratoire change en fonction, voilà, parce qu'on a l'impression, en fait, quand on regarde des fois, enfin souvent, hein, on a effectivement, on a des modèles qui nous viennent d'Amérique, hein,
on a eu affaire à des Steve Jobs qui arrivent à nous faire comprendre des technologies hyper compliquées avec des mots simples et on a juste envie de l'écouter et de boire ses paroles, Mm. même si on n'est pas féru de digital. Voilà, on a des discours vraiment à la Obama, hein, à la Michelle Obama aussi, j'ai envie de dire. Hein, vraiment, voilà, on a en tout cas des références, peut-être des modèles, mais des références comme ça qui nous viennent en tête et qui nous viennent d'ailleurs. Mm. On en trouve hein, en France aussi, etc. Mais je me demandais justement, est-ce que voilà, d'un pays à l'autre, est-ce qu'il y a des techniques qui peuvent être différentes du fait de la culture ou du fait des personnes? Je ne sais pas. Je dirais du fait de la philosophie qu'il y a à la base de la prise de parole. Alors, on voit en accompagnement avec mes clients qu'à la base de la parole, il y a la pensée. Et la façon dont ta pensée est nourrie et la façon dont elle se structure vient développer un certain type de langage chez toi. Si tu prends par exemple les différentes traditions qu'il y a ici, au niveau spirituel, il y en a qui sont occidentales, c'est-à-dire juives, chrétiennes ou musulmanes. Elles vont parler selon un certain axe, et d'autres qui sont plus orientales, comme le bouddhisme, l'hindouisme ou le maoïsme. Eh ben, elles vont avoir un autre style, une autre, euh, une autre saveur. Bien qu'elles aient la même vérité à la base, bien qu'elles aient la même conscience à la base, la même intention de réalisation de soi, de libération de l'humain, ben, la façon dont elles s'expriment sont étonnamment variées, diverses, et tout aussi belles les unes que les autres. Euh, et alors, ça, c'est pour le haut du pavé de la prise de parole et de l'art oratoire. Ensuite, il y a dans nos quotidiens des pensées. Alors, les séries télé que tu regardes, les émissions sur lesquelles tu t'endors le soir, les musiques que tu écoutes et leurs paroles, tout cela génère une nourriture psychique, une nourriture de pensée qui vient structurer tes prises de parole. Et aux États-Unis, euh, il y a un rêve, le rêve américain, parce que le pays entier a été bâti là-dessus. Des gens qui sont Mhm. partis sans rien et qui se sont retrouvés sur une terre difficile, où ils ont tout bâti depuis zéro, depuis rien, etc. C'est un storytelling, comme on dit là-bas. C'est une histoire qu'on raconte. Ce qu'on ne raconte pas, c'est la conquête. Ce qu'on ne raconte pas, ce sont des pays occidentaux qui sont venus envahir une nation, une terre qui n'était pas la leur, qui ont quasiment tué tout le monde, qui ont tué tous les bisons, qui ont massacré les espèces animales et qui se sont installés là. Ensuite, qui se sont enrichis, qui ont grossi et qui sont devenus les États-Unis. À partir des siècles derniers, du siècle dernier, nous sommes en face d'une idéologie dont on ne se rend pas compte, qui est le néolibéralisme. Alors, tout ce qui vient des États-Unis est plus ou moins néolibéral, voire très néolibéral. En gros, c'est l'idée que tu dois beaucoup travailler, tu dois travailler le plus possible pour avoir de l'argent, investir cet argent et que cet argent travaille pour toi. Et tout est centré là-dessus, sur cet idéal de réussite, de succès, d'argent, du fait de on parle très peu souvent de métier, on parle très souvent de bourse, on parle très souvent de miser son capital, on parle de capital. Donc, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneur. Tout ça est un langage qui est structuré déjà par une pensée. Quand on vient l'employer, la personne naïve ne connaît pas la pensée qu'il y a à la base. Elle va l'employer et elle va arriver à certains résultats desquels elle va s'étonner. Mais au fond, ça vient d'une idéologie. Maintenant, tu as d'autres idéologies, tu as d'autres philosophies. Par exemple, hormis la pensée néolibérale, tu as la pensée française du salariat, le discours qui est autour du salaire socialisé. Parce que la France est l'un des seuls pays, sans doute le seul, qui a aussi bien poussé ses lois, avec Ambroise Croizat et d'autres,
euh, pour pouvoir réserver une partie du salaire afin de servir l'ensemble de la nation, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau de l'assurance, et de pouvoir assurer à l'individu qui travaille une vie qui ne soit pas que besogneuse, qu'elle ait aussi des congés, qu'elle ait aussi le droit à tomber malade et que son salaire soit préservé si elle tombe malade, qu'il y ait une assurance chômage, etc. Donc tout cela, c'est un autre discours qui est à la base une philosophie qui est sur le soin, c'est-à-dire on prend soin de soi, on prend soin les uns des autres. Donc les discours états-uniens, néolibéraux, c'est il faut faire le plus possible, devenir millionnaire, de devenir le plus riche possible, il n'y a pas de honte à faire ça, etc. La liberté, c'est la liberté financière, c'est ça. Et puis d'un autre côté, tu vas avoir une autre philosophie du soin, prendre soin les uns des autres, et qui suppose donc peut-être de ne pas devenir millionnaire, mais d'avoir cette joie, ce plaisir en se disant quand je travaille, je suis en train aussi de faire bâtir des hôpitaux, construire des écoles, participer à l'éducation des enfants des autres, faire en sorte que quelqu'un qui est dans la misère ne soit pas à la rue demain. Et ça donne la différence entre une société qui aujourd'hui, en France, qui malgré la crise, des salariés sont payés, des personnes ne sont pas forcément autant dans la rue. Il y en a encore, certes, c'est dommageable, on pourra en avoir moins euh, en continuant dans le soin, mais il y en a beaucoup moins que dans beaucoup d'autres pays où la pauvreté des seniors et des vieux n'est pas encore aussi hard et aussi dure que dans d'autres pays comme en Suède par exemple. Euh, et d'un autre côté, on a, selon une autre philosophie, les États-Unis, où il y a les 1% les plus riches qui sont en train de se gaver comme jamais, dont le taux de croissance est exponentiel. C'est pour ça qu'on montre pour le pays leur taux de croissance, mais qui d'un autre côté, il y a plus d'un demi-million de personnes qui dorment sur un parking dans une voiture depuis la crise des subprimes, c'est-à-dire en 2008, 2009. Donc, nos choix de prise de parole dépendent des philosophies, des idées qu'il y a à la base, et ça structure nos vies. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que quand je parle aux dirigeants, je leur dis, écoutez les amis, la façon dont vous allez vous adresser à vos salariés, à vos managers qui vont manager des équipes, va changer toute la structure de votre métier, de votre industrie, voire même de l'entrepreneuriat lui-même. Donc peut-être est-il temps de s'y intéresser. Justement, tu parles de ça et on se construit beaucoup en France à travers l'école, hein, à travers les enseignements qui nous sont donnés. La philosophie arrive tardivement, mais ça nous permet voilà, d'être dans l'argumentation, etc. On fait des dissertations, il y a énormément de place en fait donnée à l'écrit dans l'enseignement. Et bon, il y a des choses qui sont en train de se passer, hein, notamment avec la réforme du bac, etc. Il y a plusieurs choses qui vont arriver qui vont faire justement que l'oralité en fait aura un peu plus de place. Mais selon toi, en fait, à quel moment est-ce qu'il faut faire le déclic pour… Alors, est-ce qu'il faut attendre d'être, voilà, d'avoir fait toute une vie, j'ai envie de dire, voilà, d'avoir assez de maturité pour commencer vraiment enfin, au moment où je me connais mieux justement pour travailler mon art oratoire, ou est-ce que, j'ai envie de dire, pour un enfant de 5 ans par exemple, est-ce qu'on pourrait déjà lui donner des billes? Est-ce qu'il a assez de personnalité justement pour trouver lui aussi son style? Et est-ce que tout ça en fait pourrait être travaillé au sein de l'école? Puisque Ouais, c'est ça l'espace l'est. hein, Et au où sein on se des construit. familles, Hein. ce que j'apprécie bien d'ailleurs aux États-Unis, c'est ça, c'est que l'enfant, on le met tout de suite on stage, c'est-à-dire sur scène. Et, il présente des choses, il présente des recherches scientifiques. Dès le plus jeune âge, il présente euh, ses vacances. Il vient faire un discours. Et ça peut être fait du moment où on le décide, en fait. C'est un peu qu'en fait, comme cette bougie, tu vois. Il y a tout sur la bougie. Il y a la mèche, il y a le support sur lequel il est, d'accord? Peut-être l'éducation nationale qu'on a aujourd'hui. Il y a il y a son énergie, la cire. Il suffit juste de l'étincelle, tu vois, de craquer cette étincelle et puis de l'allumer. Tu vois, alors au début, voilà, peut-être ça. Et puis après, ça prend, tu vois. Et
Ça, c'est ce qu'on doit tous faire. On doit s'allumer à la parole et dès qu'on s'allume, on peut éclairer les autres. Mais il faut pas avoir peur en se disant: «Oui, mais ma flamme est petite, moi j'y arriverai pas, un tel a mieux fait que moi avant, il faudrait telle cire de telle couleur ou ma mèche n'est pas assez grosse par rapport à au celui du voisin». Tout ça, ce sont des questions, qui ne valent rien. Il faut les laisser de côté. C'est de la pipe. Donc il faut juste allumer la flamme parce qu'on est dans un temps véritablement, stratégique. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où il se passe des choses, comme tu dis, au niveau social, par rapport aux salariés, par rapport aux dirigeants, mais aussi par rapport aux étudiants. Les gens ont besoin de parler, de s'exprimer, ils se sentent, lésés, ils se sentent trahis, notamment par le politique et ils veulent prendre la parole, mais ils ne savent pas comment. Donc les plus démunis, ils se mettent en colère, brûlent des voitures, et ceux qui savent y faire un peu mieux font des manifestations, ils prennent la parole dans les médias, mais globalement, on ne sait pas trop comment faire. Le dirigeant lui-même, il a la tête dans le guidon, il se rend compte que, les lois qui sont faites par rapport à son entreprise qui est petite ou PME, heu, ne lui sont pas favorables, qu'elles sont plus favorables aux très, très grandes entreprises, heu, qui font des milliards de chiffre d'affaires et qui ont des milliers de salariés et que lui, il peine et lui, il doit pouvoir défendre son beefsteak. Il va falloir qu'il défende ses droits. Mais il n'a pas le temps, d'une part et d'autre part, la répétition des informations qu'il a à traiter, les feux qu'il a à éteindre, l'empêche de réfléchir à de nouveaux discours. Pour faire de nouveaux discours, il faut du temps et du temps pour écrire, du temps pour réfléchir, du temps pour s'informer, du temps pour lire, pour qu'on soit nourri par tout ça. Il faut du temps pour, se rendre compte de nos besoins, de savoir en tant qu'étudiant de quoi est-ce que j'ai besoin. Je suis d'une famille pauvre, je sens que j'ai envie d'être vétérinaire par exemple, mais le seul issue débouché qui m'est donné, c'est d'être mécanicien. J'ai envie de changer de cap, mais je n'en ai pas les ressources ni l'argent et à ce niveau-là, c'est le politique qui doit agir et le politique, il doit agir depuis le bas. Il ne peut pas agir depuis le bas si personne ne s'exprime. Et aujourd'hui, on est dans ce dilemme-là où nos décisions de nos dirigeants, de ceux qui sont en haut de la pyramide sociale, en décisionnaire, n'ont même pas vent des informations qui se basent à la base de la pyramide. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas combien coûte un ticket de métro ou une baguette de pain. Pour beaucoup, ils ne font même plus leurs courses eux-mêmes. C'est pas que c'est grave, ils ont le droit de vivre comme ils vivent. Mais comme ils ne sont pas connectés au discours réel de la vie des gens, c'est-à-dire d'un enfant qui vient de perdre ses parents d'un cancer, d'un jeune homme qui vient de perdre son père d'une maladie grave causée par les pesticides parce qu'il était agriculteur, d'une mère célibataire qui fait partie des milliers d'autres mères célibataires qui doivent cumuler 3-4 emplois pour pouvoir vivre, payer le loyer, pouvoir payer les études, etc. Ça, c'est la réalité. Et cette réalité-là, elle doit être décrite. Et pour la décrire, il faut user de la prise de parole. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre en colère, il y a besoin d'allumer la flamme et de commencer à parler. Et la description, par exemple, fait partie d'un de ces outils techniques qui sont les plus puissants pour le faire. Et cette description, on peut la pousser jusqu'au bout, dans le style, dans la beauté, dans l'émotion, afin qu'il puisse véritablement parler aux autres. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est pas que la parole se diffuse en masse. C'est une erreur qu'on fait, ça. On pense qu'il faut le dire à beaucoup de gens, que tout le monde le sache, que tout le monde se mette en colère et se lève face aux injustices. Non. Il faut s'éclairer, tu vois, s'allumer, comme ça. Et une fois qu'on a allumé, on éclaire d'autres personnes. Et ces autres personnes, à leur tour, elles se disent, mais cette chaleur est bonne, ce rayonnement a l'air doux. Et au lieu de leur dire, suivez-moi, ou votez pour moi, ou faites ceci ou faites cela, c'est-à-dire avoir un discours de persuasion, de mener à l'action, au lieu d'avoir ça, on peut dire, à ton tour d'allumer ta flamme. D'accord? C'est la première étape. Et une fois que l'individu a fait ça, ben, moi, ce que je lui conseille, c'est de créer et de devenir et de créer son propre média, que ce soit à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux, à travers une intervention dans les médias, qu'ils soient télévisés ou radiophoniques,
ils doivent prendre la place. Et cette place-là est à prendre. Et là, il va falloir user d'orgueil parce que c'est un milieu qui fonctionne avec de l'orgueil. Il va falloir qu'ils aient beaucoup de courage et beaucoup de stabilité émotionnelle pour montrer à quel point ils sont dignes et avec quelle dignité ils ont mené la barque de leur vie jusqu'à aujourd'hui. Et ça donne lieu à des changements insoupçonnés. Contrairement à ce qu'on pense, les médias ne sont pas un lieu qui sont pris que par la haute bourgeoisie et qui ne laissent pas du tout la place au prolétariat, aux gens pauvres, à des étudiants ou à des mères solo. C'est parce qu'on n'a pas le temps d'y aller, nous. On n'a pas le temps. Ben oui. Un élu, il peut y aller. Quelqu'un qui a d'autres gens qui travaillent pour lui, il peut y aller. C'est pour ça qu'il y a que des aristos qui y vont. C'est vrai que tu vois, j'avais jamais vu ça comme ça en fait. On n'a pas le temps. C'est comme le professeur Didier Raoult quand il intervient au Sénat ou dans l'Assemblée. Il dit, moi j'ai du travail. Je suis là parmi des oisifs en train de vous parler. Vous faites des réunions à longueur de journée, mais c'est parce que vous n'avez pas de travail. Et ça a l'air un peu odieux et fort de café, la manière dont il dit. Mais le problème, c'est que c'est vrai. Ce gars-là, il a un métier. Et nous avons tous un métier. Et si on laisse de côté notre métier pour aller faire ces choses-là, ben, on n'a plus de revenus. Et ce qui se passait à Athènes, 5 siècles après Jésus-Christ, en fait, ce qui se passait, c'est que tout le monde était invité à l'assemblée. Et l'ouvrier, celui qui avait un métier, l'artisan, était payé à hauteur de son salaire pour venir dans l'assemblée. Il ne perdait pas un jour de salaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'exprimer pour ses droits, pour pouvoir délibérer d'une situation ou juger une situation qui lui paraît désagréable, eh ben, il doit faire grève. Et en faisant grève, il perd du salaire. Et il doit lâcher son métier. Il doit prendre un jour de congé ou une demi-journée pour pouvoir passer à la radio et dans les médias. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je dis, organisons-nous autrement, organisez-vous autrement. Travaillez d'abord cette parole dans votre quartier, avec la boulangère, avec votre coiffeur. Entraînez-vous auprès de votre famille, des gens qui vous soutiennent. Parlez, commencez, allumez la flamme. Et il se trouvera un temps où quelqu'un vous proposera de venir dans une émission. Ce jour-là, ne le refusez pas. Et il vaut mieux de déposer un demi-jour de congé ou de faire ça entre midi et deux, si c'est possible, pour aller sur le plateau et puis parler, que de s'épuiser dans une grève. Parce que là, à ce moment-là, il va se passer quelque chose en vous que vous n'allez même pas vous en rendre compte. C'est quelque chose de très profond. Vous allez vous rendre compte que l'individu que vous êtes a un sentiment d'existence qui est au-delà de ce corps. C'est-à-dire que sa souffrance, qu'il soit cancéreux, qu'il soit racaille en décrochage scolaire, qu'il soit mère solo, dirigeant en faillite, au bord de la dépression et du suicide, n'est pas le seul dans sa situation. Il y en a des milliers d'autres et que sa parole a une dimension, un sentiment d'existence collectif, voire même politique. Donc, faites-le. Et moi-même qui dirige des émissions télévisées, j'invite des personnes à venir, à le faire. C'est vrai qu'il faut oser, il faut venir et puis le faire. Et après avoir fait ça, vous allez vous rendre compte que peut-être vous allez pouvoir vous-même devenir présentateur, être animateur d'une émission. Et là, il y a des places à prendre. Parce qu'on voit beaucoup de médiocrité dans les émissions actuelles, mais c'est parce qu'on n'y est pas là. On n'est pas là pour prendre la place. Donc allez-y, prenez cette place, créez vos médias et parlez. Parlez haut et fort, parlez avec enthousiasme, parlez même des souffrances les plus tristes qui existent, parce que c'est ça qui fait que les choses changent. Super, merci. Alors, pour revenir, je voudrais revenir sur les gens que tu accompagnes. On sent bien tout ton discours, l'incitation à prendre la parole, à s'exprimer en fait. Tout simplement, j'ai envie de dire, hein, déjà, c'est pas mal, juste s'exprimer. Les gens qui viennent te voir,
voilà, ou même les gens que tu as pu recevoir dans tes ateliers, que ce soit pour la Cité des métiers ou les gens que tu accompagnes en formation ou que tu coaches au quotidien, euh, quel blocage est-ce qu'ils rencontrent? Est-ce qu'ils viennent avec un besoin précis, c'est-à-dire, ah, demain je dois faire un discours, il faut que tu me coaches sur ce discours, ou est-ce Mhm. qu'ils viennent vraiment en ayant en tête ce que tu vas leur donner ira au-delà de ce discours à préparer au final? Est-ce qu'ils rencontrent des blocages qui font qu'à un moment donné, ils ne se sentent pas, tout simplement, de Mhm. s'exprimer au final? Mhm. Donc, j'aimerais bien, enfin, voilà, comprendre en fait cette relation que tu as avec ceux que tu accompagnes Mhm. et de notre côté, c'est ces publics qui ont envie d'aller au-delà, de prendre la parole et de finalement qui se confient à toi finalement. Mhm. Oui, c'est très intéressant et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que je creuse de jour en jour euh, parce que vraiment mon cœur de métier est lié à la douleur qu'ont les gens de prendre la parole, que ce soit une douleur psychologique, une peur, ou alors une douleur pratique, une souffrance dans la pratique. Certains pensent qu'ils n'ont pas la voix, la hauteur de voix. D'autres croient qu'ils doivent absolument convaincre. Euh, et il y a tout type de demandes. Il y a quelques semaines de ça, j'étais avec un dirigeant de l'aéronautique, du secteur aéronautique, un directeur qui dirigeait tout un pôle, qui avait d'autres directeurs en dessous de lui, un travail monstrueux, une responsabilité de taille. Mais quand il se retrouvait en réunion, il commençait à parler à ses équipes sans que personne n'ait pris la peine de l'écouter. Donc là, on a travaillé avec lui la technique de l'exorde, c'est-à-dire de l'introduction, de l'amorce d'une prise de parole pour attirer l'attention. Donc, on a travaillé ça, c'était son besoin. Et après, en avançant avec lui, on a découvert qu'il a vraiment une trempe de leader, alors que c'est quelqu'un de plutôt introverti, quelqu'un qui est très à l'écoute, justement. Mais il a cet état d'esprit du meneur. Donc, on a travaillé avec lui des discours de meneur, des discours d'encouragement de ses équipes, des discours qui l'invitent à dire « je vous écoute, je suis à vos côtés, venez me parler », des discours d'ouverture. Et ça donne lieu à des transformations plutôt intéressantes parce que nous avons tendance à croire que c'est en donnant des ordres que les choses se passent le mieux, mais c'est faux. Ça, c'est vrai dans des cas d'urgence, c'est-à-dire il y a une urgence, que ce soit sanitaire, écologique. Dans l'urgence, oui, il y a un leader qui est là, on va faire ceci, on va faire cela. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes globalement aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un pays en guerre, nous ne sommes pas en danger de mort imminente, euh, on, on a cette possibilité de ramener de la stabilité. Et les gens les plus stables, les personnes qui sont le plus à même de gérer les émotions, sont des leaders, des forces dans une entreprise. Et, euh, et là, en travaillant ce discours avec ce monsieur, eh ben, on a découvert des ressources insoupçonnées, des salariés qui venaient plus tôt que d'habitude, d'autres qui commençaient des recherches qu'ils n'avaient jamais entrepris. Donc, ça donnait lieu à de la créativité, à de l'agilité, donc à une performance qui était au-delà du calcul, une capacité d'organisation et d'auto-organisation et de gestion des gens qu'on ne soupçonnait pas, parce qu'on se disait, mais il faut leur dire de faire ça, il faut leur dire. Donc on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et ça me rappelle quand Rico Nouri m'a appelé pour ses équipes. Alors je parle de lui parce que je sais que je peux en parler de lui et le citer nommément. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Il a fait le tour de l'île à cheval. Et c'est quelqu'un en fait qui a beaucoup de force. Ce type-là, c'est une force de la nature à l'île de la Réunion. Pour moi, c'est une légende vivante en fait de la Réunion, de l'écologie, de l'agroécologie, de la capacité à avoir une pensée vertueuse pour l'homme et la nature, une pensée humaniste. Et il m'avait invité, il m'a fait cet honneur-là de former
ces équipes. Il y avait 8-9 personnes, je pense. Et ça a duré 2-3 heures. J'ai discuté avec les gens, je leur ai donné la parole. Et dans cette équipe, il y avait beaucoup de gens. Tu vois, il y avait différentes personnes, des gens qui osaient beaucoup, comme Jean-Luc, qui est le guide touristique, on va dire, à cheval. C'est un ferme équestre, un centre équestre. Et d'autres qui osaient moins s'exprimer, comme le palefrenier, par exemple, mais dont l'expression était nécessaire, voire même utile, pour, pour que l'équipe avance ensemble. Donc, je commence à leur parler et puis à leur donner quelques clés pour se parler les uns avec les autres. Et la semaine après, la semaine d'après la formation, après l'accompagnement, euh, le, le PDG m'appelle. Il me dit: Farzad, qu'est-ce que tu as fait avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit depuis, etc. Je dis: bah, moi, j'ai relation avec personne, mais on s'est vu juste pendant les 2-3 heures qu'on était ensemble. Et je lui dis: mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit: je sais pas, Farzad. Ils sont tous venus à 5 heures du matin. Ils ont commencé à tout laver, tout nettoyer. Je leur ai rien demandé. Ils ont refait tel local. Ils ont refait ceci, cela. Maintenant, ils me disent il faut faire tel plan pour l'entreprise, pour l'agrandir, pour le nourrir, etc. Je dis: bah, c'est bon alors. Il me dit: mais oui, c'est bon, mais j'ai plus aucun contrôle dessus. Et, j'ai dit: bah, c'est vrai que j'avais oublié de le mettre en garde. D'habitude, je mets en garde des dirigeants qu'il est possible que les salariés aient un dépassement de créativité comme ça, d'enthousiasme. Et un enfant qui crie: tu as besoin de moi? La dad? Très bien. Donc, L'appel il du père. s'exprime aussi. Bah oui, hein. La cloche de la fin. Et je vais aller m'occuper de lui. Je vais mettre sur pause Oui. et je reviens de suite. Ça marche? Ok, très bien. À de suite. D'accord, oui. On Ben, Nirvan enregistre. qui est là. Est-ce que l'oratoire peut s'utiliser pour mieux communiquer avec l'enfant, c'est ça? Ben oui, en te voyant là avec ton enfant, on se demande tous, et on est tous des parents, des fois on a un peu de mal à communiquer, alors, surtout quand ils sont petits comme ça et qu'ils n'ont pas forcément la parole et les mots nécessaires pour exprimer leurs sentiments. Mhm. Donc je me demande, voilà, tout simplement en tant que maman, est-ce que voilà, l'art oratoire peut s'exercer avec nos enfants, quoi? Ben oui, en fait, euh, déjà les mots qu'on utilise, la douceur avec laquelle on le dit, la capacité qu'on a à écouter. Donc là, par exemple, je ne l'ai pas bien écouté et il a crié, tu vois. Mais habituellement, quand je l'écoute bien, il ne crie pas. Il ne fait pas de bêtises. Là, comme je ne l'ai pas écouté, il va se venger. Voilà. Oui, il va se venger. Voilà, tu as passé un mauvais moment. Dès qu'on aura fini l'interview, là, c'est. Je vais te le faire payer. Donc, Alors, après, quand je vois il faut les une tout certaine petits comme ça. créativité aussi Ah, parce bah que oui. Oui. faut s'adapter par rapport à nos quotidiens. On a des pensées d'adultes et nos pensées d'adultes sont terriblement égoïstes parce que pour gérer notre vie du quotidien, le loyer, les tracas, les soucis, on est contraint euh, d'avoir des discours violents en fait. Tu vois, d'être très affirmé. La société nous le demande. Et quand on est avec cet enfant, il faut quand même lui faire comprendre qu'on est malade. Tu vois que ce n'est pas forcément la bonne méthode pour qu'il ne fasse pas comme nous. Parce que s'il commence à faire comme nous, à donner des coups de tête pour se faire entendre, eh ben, on va rentrer en coup de tête l'un contre l'autre. Et forcément, c'est lui qui va gagner. Lui, il gagne tout le temps. Vraiment, je rigole parce que c'est. Tu sais, tu dis ça vraiment comme si lui, en fait, c'est l'ennemi. C'est Et l'ennemi. il est tellement. Tu peux avoir aucun argument logique par rapport à lui. Tu peux rien donner d'émotionnel. Ton image, il s'en cogne, d'accord? Et il va s'en cogner de plus en plus. C'est-à-dire, il va grandir, il va avoir d'autres modèles d'humains, hormis les parents.
il va te mettre de côté, tu vois. Donc, pour gérer ensuite, ça va être très difficile si on n'est pas accroché. Et je disais à mon épouse, ma chère épouse Nalini, je disais, tu vois, si tu lui tiens tête, il va te tenir tête. Mais de plus en plus fort. Et là, elle se rendait compte que c'est vrai en fait. C'est, ça marche pas. C'est quoi la méthode? Eh ben, la méthode, c'est l'écoute, c'est l'intelligence, c'est de travailler le cerveau préfrontal, ce dont avec quoi nous avons évolué, nous, êtres humains, par rapport aux animaux. Donc, le fait de sortir des émotions, d'observer les émotions, de ne pas rentrer dedans, de ne pas forcément les suivre et de les vivre et de pouvoir réfléchir, tu vois, d'avoir un discours très sincère. C'est pour ça que l'enfant, ben, beaucoup de gens sont étonnés que je lui parle comme à un adulte. Je lui parle comme à un adulte. Je lui dis, tu veux ça? Moi, je comprends aussi. Moi, j'ai pas envie de te donner ça. Alors, il fait une crise. Euh, Au début, il savait pas comment faire la crise, mais il a vu d'autres enfants le faire. Il a commencé à le Ah ben faire. oui. Et je lui dis, tu sais très bien toi-même que c'est complètement ridicule, ça mène à aucun résultat. Donc, tu peux le faire, mais tu resteras par terre et tu vas te rendre compte à la fin. Il a fait 2, 3 fois comme ça. Il s'est rendu compte que oui, ça donne aucun résultat, qu'il se fatigue, qu'il ne sert à rien. Alors, il vient de demander maintenant, tu vois. Avant, il prenait les choses sans qu'on demande. Et puis maintenant, bah, par exemple, il veut voir un dessin animé. Il m'amène la tablette, il me dit, tiens, je veux un dessin animé, tu vois. Donc, euh, tout ça, c'est des prises de parole, c'est du discours. En fait, on ne se rend même pas compte que notre vie, globalement, est un discours. C'est-à-dire la façon qu'on a d'aller au travail, si on y va en étant stressé, si on y va en étant en retard, de la manière dont on rentre du travail, si on rentre avec du tracas ou alors avec du sourire. Euh, Moi, j'aime bien en fait venir avec des fruits dans les mains, avec quelque chose de bon en fait, tu vois, que je peux partager avec lui. Parce qu'il se dit, bah, il a vu quelque chose d'extraordinaire à l'extérieur, donc le monde est à découvrir. Les matins, on se réveille tôt habituellement. Aujourd'hui, on n'y est pas allé parce qu'il pleuvait, mais je l'emmène dans un jardin, un verger. On va voir Mhm. notre voisin, Monsieur Mussard. Il lui apprend comment on cueille les mandarines, comment on va récolter les haricots. Tout ça, en fait, ça fait partie du discours. Le discours, c'est pas juste quelque chose pour persuader ou convaincre. Euh, le discours, c'est une aventure qu'on propose au public. Et dans cette aventure, il y a des transformations qui se produisent. On s'identifie au personnage principal ou à un des personnages, et puis il y a des aventures qui se produisent. On va se dire, mais comment est-ce qu'il va s'en sortir? On commence à imaginer des solutions avec lui. On se prend d'affection, et puis tout à coup, la fin arrive. Et alors, on a été transformé. Ça a laissé une empreinte en nous. Et comme le thé qu'on a mis dans le verre, ça s'est infusé. Le discours s'est infusé. Et petit à petit, il prend sa place, ce discours en nous. Donc, ça peut être un discours euh, guerrier, d'accord? C'est le cas dans pas mal de familles. Donc, compétition, concurrence. Euh, Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les familles les plus pauvres qui ont ça, c'est surtout, et beaucoup, les familles les plus aristocratiques, les plus bourgeoises, parce qu'il y a des places à prendre, des places d'héritiers à prendre. Euh, j'ai accompagné plusieurs héritiers, dont l'un qui voulait que je l'entraîne à mieux prendre la parole pour faire son premier million d'euros, euh, parce qu'il était le neveu d'un riche milliardaire dans le secteur du vin vitivinicole, et il y avait une place d'héritier à prendre. Moi, je lui ai dit, moi, je ne ferai rien avec toi. C'est hors de question, parce que le mode de compétition mène à des discours qui détruisent l'homme et la nature. Et d'ailleurs, l'état dans lequel tu es, je parie que tu ne te sens pas très bien. Il m'a dit oui, mais je me sentirais mieux le jour où je convaincrai de ma valeur. Je dis l'homme n'a pas de valeur, l'homme a une dignité. Euh, un objet a une valeur, un objet a un prix. Mais l'homme a une dignité. Et sa dignité, c'est d'être libre. Libre des objectifs qu'on lui donne ou qu'on lui vend et qu'il se vend lui-même. Libre de refuser de faire certaines choses. Et si tu es libre, tu fais la chose tout en te disant que demain tu peux arrêter. Mais là, tu te sens prisonnier de l'objectif. Et tant que tu es prisonnier, je ne peux rien faire avec toi. Tu auras toujours le même discours. Je dois gagner, je dois gagner, je dois le faire, je veux le faire.
Et puis, tu vas être prêt à trahir, tu vas être prêt à mentir, tu vas être prêt à utiliser toutes les manipulations possibles et imaginables pour y arriver. Et tu y arriveras même peut-être avec grand succès. Mais le problème, c'est que sur ton sillage, sur ton sillon, combien de gens tu auras massacrés? Et les auras-tu vus, ces gens-là? Combien de natures, combien de, de- d'endroits de la nature tu auras pollué? Et donc, ce discours, chacun de nos discours mène à un vécu et chacun de nos vécus, c'est un discours. Donc, moi, c'est d'être honnête avec moi-même, avec cet enfant, en me disant, mon vécu n'est pas parfait. Annie, je te le dis là, je le dis au public, mon parcours n'est pas parfait et ma vie n'est pas parfaite. On ne le sera peut-être jamais, mais on va faire du mieux qu'on peut. D'accord? Donc, c'est comme ça que je fais avec lui. Et c'est pour ça que là, il est calme, tu vois. Il y a de l'écoute, il y a de Ouais. l'affection et il se sent bien. S'il a envie de partir, ben, je le laisserai partir, il va gambader. Et si c'est le moment de s'arrêter, ben, euh, d'un commun accord avec toi, on nous arrêterons et on verra autre chose, tu vois. Donc, c'est comme ça que je fais, moi, avec les enfants. Je suis intervenu plusieurs fois pour des enfants, pour des jeunes Là, il aussi. est très, très calme. Ouais. Très, très intéressé, je ne sais pas, mais calme. Je lui lis des livres très compliqués aussi, des livres philosophiques, des livres Ah, spirituels, mais ils s'en fout. Hein. Faut être honnête avec ça. c'est plus pour toi que pour lui, en fait, C'est là. plus pour moi. L'autre jour, je lui lisais le livre de Pierre Rabhi. Ouais. Si tu Euh, veux bien, Farzad, on va terminer avec une question, tu sais, allons-y. un peu encore le raisonnement cartésien. Il faut qu'on ouvre sur quelque chose Ah oui, ouvre-nous, ouvre-nous. d'extraordinaire. J'aime beaucoup. On termine en ouvrant, toujours. Donc, je me posais, moi, la question, en fait, aujourd'hui, justement, tu parlais des médias, Hmm. voilà, de la prise de parole dans les médias. Et je pense notamment à tout le volet digital aujourd'hui, en fait, que ce soit via Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Bon, peut-être qu'il y a des médias qui ne sont pas centrés sur la prise de parole. Encore que, par exemple, pour Twitter, voilà, il y a des moments, par exemple, je pense, quand il y avait eu les Gilets jaunes, etc., où les gens ont pris la parole sur Twitter et se sont, voilà, en écrivant, certes, mais c'est une prise de parole tout de même. Donc, je me disais, en fait, quels sont les défis de la prise de parole, les défis de l'art oratoire à l'ère du digital, quoi. Hmm. Oui, il y a l'ère du digital. Ça, c'est un Ah ouais, enjeu. là, j'ai ouvert, hein, t'as vu, j'ai ouvert Ouais, un c'est fond, là. une ouverture. Je vais commencer par le problème des Gilets jaunes dont tu as parlé. Il y a eu des très beaux discours, surtout au début, les premières semaines, de gens qui n'avaient peut-être jamais encore pris la parole. Les outils numériques sont un outil de diffusion. Ce ne sont pas des outils de prise de parole. L'outil de la parole, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes l'outil même. Ensuite, on peut le diffuser sur Twitter et surfer sur des tendances. Aujourd'hui encore, ben, si tu veux que ta parole soit bien entendue et bien diffusée, il faut que tu prennes un sujet, par exemple, dont beaucoup de gens parlent. On appelle ça des mèmes, j'ai remarqué. Donc, des millions de vues sur une vidéo qui vient de sortir et tu viens le relier à ta thématique et tu en parles. Exactement. Quel enthousiasme! Affirme-toi. C'est la dernière question, ne t'inquiète pas, on est dans l'ouverture, là, c'est bon. La dernière ligne droite, bébé. C'est un volcan. Hein. Attention. T'as entendu? Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, c'était très affirmé. Ouais. Là, en quelques secondes, et maintenant, il se tait. Bon, Oui. Il est en train d'avertir. Premier avertissement. c'est ça. Je sais pas, j'interprète. Mais oui, oui, c'est un moyen de diffusion, le numérique. Et c'est pas l'outil de prise de parole, on va dire. C'est un média.
Donc, on peut surfer sur des tendances pour être beaucoup entendu. On peut aussi réunir une communauté autour d'un thème spécifique. En dernier lieu, oui, On va bientôt éteindre, oui. oui. En dernier lieu, on a en fait cette capacité en fait dans les entreprises aujourd'hui à réaliser des formations ou du travail, du télétravail. Et là, c'est un gros enjeu. Euh, Moi-même, j'ai mis toutes mes formations en digital et je les ai pas mises en digital comme je les faisais en présentiel. Tu vois? Donc, c'est quelque chose sur lequel réfléchir. Tu aimerais qu'on réfléchisse à ça? Hein? Ouais, c'est fini. Tu veux que ça finisse? Oui, oui. T'as vu comment il me regarde? T'as vu ça? Donc, Il m'a fait, tu verras dans le replay, il m'a fait un regard t'as fait un via la regard. webcam. Ça voulait dire, et là, faut éteindre. Je veux mon papa pour moi tout seul. Ça. Un exemple à te donner, il y a le Frédéric Orès qui m'a appelé il y a quelque temps, le directeur du groupement régional pour l'économie sociale et solidaire. Et depuis le confinement, ils ont fait énormément de séances en visio, tu vois. Et il m'a dit, c'est très difficile parce que on avait beaucoup de sons, beaucoup d'audio, beaucoup de vidéos, et c'était difficile. Qu'est-ce qu'il y a, mon... Qu'est-ce qu'il y a? Tu es réfractaire, hein? Tu vas mettre un gilet jaune. Tiens, quoi? C'est du chai. Donc, on a réfléchi sur des solutions avec ce directeur pour pouvoir adapter au numérique le discours. Voilà, mais je vous en dirai plus sur la prochaine. Ah bah Je m'occuper oui, de lui. oui, oui. Bon, super. Merci en tout cas pour Merci à toi. on a plein de choses. Et merci aussi pour la participation, enfin le dernier quart d'heure de ton fils. Hein. Voilà. En tout cas, c'était une interview qui a été faite avec beaucoup de plaisir et tu nous as apporté énormément d'éléments. Donc, j'espère que ceux qui vont regarder vont se régaler. Merci à toi. Je te dis à bientôt alors. À bientôt!